Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, la clé du mystère en compagnie d'Elisabeth Tessier. C'est notre invitée aujourd'hui. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, voici un nouveau numéro de la clé du mystère. Aujourd'hui, nous recevons Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors Elisabeth Tessier, nous allons nous intéresser un peu à votre parcours. Vous avez été notamment l'astrologue de François Mitterrand et au début, avant d'être astrologue, vous avez été mannequin, je crois. Bien écoutez, oui et non, j'ai été effectivement mannequin chez Chanel il y a des lustres, dans une autre vie, comme dirait l'autre, mais avant cela, j'ai été dans une très courte période professeur à Lyon de français, parce qu'en fait, j'avais fait des études supérieures à la Sorbonne, après je les ai complétées avec ma thèse de doctorat il n'y a pas longtemps, en 2001, qui a fait tellement jaser entre nous. Mais on peut y revenir. Et donc, j'avais en fait déjà un passé plutôt intellectuel, universitaire, etc. Et un jour, je faisais des photos pour gagner des sous, parce que j'étais jeune mariée. Et nous étions tous les deux fauchés comme les blés. Mon mari aussi était étudiant. Et puis voilà, un jour on m'a proposé, place de la Sorbonne, un photographe de Elle m'a proposé de faire une photo, une couverture, et j'ai accepté, et tout a commencé comme ça. Et après j'ai continué en me présentant chez Coco Chanel, parce que en fait, je me suis rendu compte au bout de 6 mois d'enseignement que je n'étais pas faite pour ça. J'avais la surveillante générale du lycée de Lyon qui me reprochait de me maquiller à l'époque. Voilà, alors comme j'ai dit que je voulais pas renoncer à ça, que c'était l'époque des yeux de biche et tout, j'ai dit non, moi je ne supporte pas, ça c'est mon côté farouchement indépendante, je ne supporte pas qu'on se mêle de ma vie privée, de ce que je suis, de mon apparence, etc. Et alors je me suis dit que je n'étais pas faite pour ça, et puis sur un coup de pari, parce que j'aime bien les paris et les défis, je me suis présentée chez Coco Chanel comme ça, qui m'a engagée du jour au lendemain. C'est effectivement la première, on dirait la première manche de ma vie. J'ai fait des photos de mode, beaucoup. À l'époque, au départ, c'était surtout, comme je viens de vous dire, pour gagner des sous, parce que ce qui est amusant à souligner ici, c'est que nos sociétés apprécient beaucoup moins sur le plan pécuniaire les neurones, le travail des neurones, que l'apparence, la plastique, parce que je m'étais mise à traduire un livre de philo, puisque je suis bilingue avec l'allemand, allemand-français, et je travaillais des nuits entières là-dessus avec les pieds dans l'eau froide, parce que j'avais appris par Albert Schweitzer que ça vous tenait éveillé. Et dans ma petite chambre de bonne, je mettais les pieds dans un truc une bassine d'eau froide pendant que je traduisais. Et en 3 mois, je gagnais je gagnais ce qu'en 3 heures de photo ou presque je gagnais en faisant des photos, vous voyez. Alors là, je me suis dit, il y a quand même un truc qui tourne pas rond. Alors Elisabeth Tessier, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui d'astrologie. Vous avez écrit une thèse en 2001. Pourquoi cette thèse ? Oui, c'est une bonne question, comme dirait l'autre. Pourquoi cette thèse ? Je me suis rendu compte à travers mon long parcours, à l'époque déjà il était long, puisque j'ai soutenu cette thèse en 2001, c'est que je m'étais rendu compte qu'il y avait une double attitude des gens en général face à l'astrologie, à la fois une grande attirance, comme une fascination, et puis aussi du rejet, de la peur. Et je voulais comprendre pourquoi. Souvent j'ai vécu ça de façon assez humoristique, mais parfois d'une façon désagréable et douloureuse. Humoristique quand un jour le rédacteur en chef d'un journal de Paris Match à l'époque, pour ne pas le citer, quand je lui avais proposé de faire un horoscope dans Paris Match, à l'époque il n'y en avait pas, je crois qu'il n'y en a toujours pas d'ailleurs, et
c'était à côté de Télé 7 jours, il m'a dit mais non, tant que je serai rédacteur en chef de ce journal, jamais il y aura d'horoscope dans Paris Match, jamais. Et puis bon, on bavarde, il était charmant, et il me dit mais vous savez, pour moi vous êtes un peu comme une sorcière bantoue, hein. J'ai dit ah bon, pourtant je sais pas si les sorcières bantoues ont un passé universitaire comme moi, mais bon, peut-être. Et peu importe, on parle pendant 1 heure, il était tout à fait charmant, et à la sortie il me dit au fait je sors un livre au mois d'octobre, vous pouvez me dire si c'est bon ou pas? Et c'est toujours cette ambivalence, ce paradoxe qui m'avait choquée. Et je me suis dit, en fait, c'est le reflet de toute la société, puisque, bon, j'ai une certaine notoriété, je pense, et elle était le produit de la gourmandise des médias pour l'astrologie et du public. Bon. J'ai énormément d'internautes, de fans, etc. Il suffit d'aller sur mon site, etessier.com, pour ne pas le citer. Pour s'en rendre compte. Et je m'étais donc rendu compte de cela, qu'il y avait cette contradiction, c'est ça, comme dit Edgar Morin, le sociologue, une croyance clignotante. Un coup tu me vois, un coup tu me vois pas, voilà. Et puis on trie, on dit que ça vous amuse, mais en réalité ça va bien au-delà. Et j'ai voulu faire cette analyse et comprendre si ça tenait à nos sociétés aujourd'hui, ou bien si c'était en fait le reflet de la nature profonde de l'homme. Et je suis arrivée justement à cette conclusion, c'est que ça reflète notre ambivalence profonde. On n'a pas du tout, on a d'un côté envie de savoir, c'est vrai, parce qu'on a envie de pouvoir se protéger de l'avenir, on a peur de l'inconnu, mais en même temps on n'a pas envie de savoir, parce que ça nous touche tellement. L'astrologie, c'est la discipline, ce qui nous concerne, c'est d'abord la description de ce que nous sommes. C'est un miroir de notre être profond, avant d'être un miroir de l'avenir. L'avenir, la projection sur l'avenir n'est qu'un corollaire du portrait. C'est la science de la caractérologie par excellence, de la personnalité. Hein. Et donc, on peut vraiment aller au fond d'une personne comme ça, et c'est ça qui fait finalement peur, parce qu'on a envie de se connaître, mais en même temps, on n'a pas envie. Et c'est ce qui explique justement ces réactions de peur négatives. Oui, tout à fait, tout à fait. Et à propos de réactions négatives, comme j'ai un peu ou prou été la figure de proue justement de l'astro durant toutes ces décennies, puisque ça fait plus de 35 ans maintenant que je suis là. Attends, 75, astralement vôtre 75, ça fait combien? Ça fait 30 ans 30, oui, ça va faire 34 ans. Et donc... je me suis rendu compte de ça, que en fait je personnalisais à la fois la fascination et le rejet. Et quand j'ai sorti ma thèse, j'ai soutenu ma thèse en 2001, qui était un travail vraiment, je peux dire, le résultat d'un travail herculéen, où j'ai travaillé 6 ans là-dessus, sans aucun bénéfice bien sûr, parce que ça me passionnait, jusqu'à 20 heures par jour, en tout cas 15 et 20 heures, j'ai travaillé 20 pages par jour, c'était de la folie. Eh bien, on a trouvé moyen de critiquer cette thèse dans la presse et de dire que je l'avais trouvée pratiquement dans une pochette surprise. J'ai même lu quelque part que c'était dû à mon carnet d'adresses extrêmement riche et à mes relations, n'est-ce pas, politiques ou autres. C'est hallucinant. Alors que j'ai eu comme jury le meilleur jury de sociologie possible. En plus, c'était pas une thèse sur l'astrologie, c'était sur un sujet astrologique, mais il y en avait déjà eu plein avant. C'était sur un sujet de sociologie. Mais on a fait semblant de croire que c'était un sujet d'astrologie. Enfin, c'était vraiment Kafka. Et je dois dire que ça m'a passablement écœurée. Toutes ces réactions m'ont tellement écœurée que je me suis sentie déstabilisée, agressée très fort depuis toutes ces années. Vous savez, je ne veux pas me poser en victime, mais c'était pas très rigolo. Parce que, par exemple, ça se traduit aussi par le côté 2 poids 2 mesures dans mes prévisions. Je fais des prévisions dans TV Mag actuellement. Depuis 2003, c'était TV Mag, avant c'était les 7 jours. Pratiquement toutes les semaines, je peux dire, il y a une prévision juste. Là, j'ai prévu pour fin janvier les catastrophes naturelles, ou bien pour le 13 septembre la faillite de la banque Lehman Brothers, en disant que c'était le début, l'amorce d'une chute épouvantable qui finirait dans la vraie récession qui, d'après moi, ne commencerait que fin 2009. On n'en est que dans l'antichambre. Voilà ce que j'ai déjà écrit sur mon site où j'écris une lettre mensuelle sur mon site sur des sujets divers d'actualité.
Et donc, eh bien ça, on en parle à peine. On n'en parle pas d'ailleurs, on n'en parle pas. Mais il suffit que j'ai le malheur de faire une extrapolation un peu hardie sur, par exemple, je pense à Domenech. Hein, tout le monde le sait que je pense à ça parce que on en a parlé dans toutes les chaumières ou plutôt dans tous les journaux. Et, même Philippe Bouvard m'a appelé pour me dire alors, et j'étais dans les grosses têtes là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'avais vu que Domenech avait été dans un moment extrêmement porteur. Et c'était tout simplement le reflet de son amour, de son mariage, enfin je ne sais pas s'il s'est marié d'ailleurs, enfin de sa vie affective, et c'était pas le reflet de cette victoire. Parce qu'évidemment on ne peut pas faire le thème d'une équipe, c'est collectif une équipe, on ne peut pas. L'astrologie repose sur des dates précises. Et voilà, donc j'avais fait une extrapolation comme ça un peu folle, et puis ça m'est retombé dessus. Vous voyez, alors c'est ce côté injuste, je ressens vraiment ça comme une injustice, mais bon, c'est normal. Hein. Comme me l'a dit d'ailleurs Philippe Bouvard au téléphone, il m'a dit toutes vos prévisions justes, Elisabeth, on s'en fout, il y a que celles qui sont fausses qui nous intéressent. J'ai dit, c'est pas très objectif tout ça. Hein. Mais bon, voilà. Elisabeth Tessier, vous avez été l'astrologue du président François Mitterrand. Est-il vrai qu'il vous disait « Comment ça va pour moi ? Comment ça va pour la France ?» Oui, et comment va la France ? C'était sa formule régulière. Hein, c'est amusant parce que je l'ai vu moult fois. Et chaque fois que j'arrivais et qu'il m'enlevait mon manteau ou ma veste, il me disait « Alors, comment je vais moi et comment va la France ?» C'était exactement ça. Et voilà, alors donc il passait avant, évidemment, c'est normal. Hein, parce que les hommes qui ont du pouvoir, les hommes de pouvoir sont très solitaires. Ils sont là-haut sur leur rocher, entourés par une cour de gens plus ou moins intéressés, qui sont souvent des carriéristes, qui veulent avancer, progresser, et qui donnent peut-être des conseils qui ne sont pas toujours très, comment dirais-je, très désintéressés, très objectifs. Moi, j'en avais absolument rien à faire. Je voulais, comme dirait l'autre, servir la France. Je voulais être utile. Et quelquefois, d'ailleurs, ça m'a valu des nuits blanches, parce que quand il m'appelait et qu'il me disait est-ce que je peux vous voir demain ou après-demain, est-ce que vous venez à Paris, etc. D'ailleurs, souvent, je lui disais que je ne pouvais pas. Mais bon, quand je pouvais, au moment de la guerre du Golfe, par exemple, parce que j'avais peut-être, comment dirais-je, j'avais vaincu son scepticisme. C'était un scorpion très sceptique, hein, très pragmatique. Et donc, mais quand il avait vu que dans les journaux et à la télé, j'avais dit qu'il y aurait la guerre entre le 15 et le 18 janvier 91, ça l'avait peut-être surpris. Et surtout qu'il me disait à moi que Saddam Hussein bluffait. Et moi, je lui disais, mais non, il y aura une nouvelle lune, une éclipse, et je suis sûre qu'il y aura la guerre à ce moment-là. Enfin, bref. Quel était l'homme François Mitterrand, puisque vous l'avez bien connu ? Ah oui, je disais qu'il était seul, que les hommes d'État étaient seuls. Voilà. Donc, ils ont besoin... Je pense qu'ils ont besoin, c'est pas pour rien que tous les personnages importants dans l'histoire, les hommes de pouvoir, que ce soit la reine Elisabeth Ier, que ce soit même De Gaulle récemment, ou Reagan, etc., ils ont besoin de quelqu'un qui éclaire leur route avec un paramètre différent. Contrairement à ce qu'ont pu dire certains médias, bien entendu que j'ai pas pris le pouvoir en France, même en Allemagne, on m'avait dit ça à l'époque, je trouve ça ridicule. On est un paramètre de plus dont la personnalité politique peut dont elle peut tenir compte, voilà, dans les différents conseils qu'elle peut prendre à droite et à gauche. Elisabeth Tessier, est-ce que l'astrologie guide tous vos faits et gestes ? Écoutez, d'abord, premièrement, c'est vrai que quand j'ai quelque chose d'important, c'est oui et non. Hein. Quand j'ai devant moi quelque chose d'important comme un grand voyage à faire ou une émission importante, je regarde et si c'est pas bon, je n'y vais pas. Il m'est arrivé bien entendu, ne serait-ce que par curiosité et pour éprouver justement l'astrologie, parce que je reste une éternelle étudiante face à l'astrologie qu'on ne décrypte jamais, qu'on ne possède jamais complètement, parce que c'est la reine des sciences, comme disait Fellini, et c'est la plus difficile de toutes, comme disait André Breton. C'est vraiment un défi permanent. Donc la meilleure façon, c'est encore de l'éprouver. Mais chaque fois que je suis allée contre ce que me disaient les astres, je pense à une émission en Allemagne qui a été une véritable catastrophe où tout le monde m'a agressé d'une façon horrible. Vous me direz, j'ai déjà eu ça avec Fogiel et là j'avais regardé à l'avance
aussi. Et j'avais vu qu'il y avait cette agressivité, mais je pensais qu'elle était due au concept même de l'émission et à Fogiel en particulier, et à l'autre, là. Vous voulez parler de Guy Carlier? Oui, voilà. Mais il y avait aussi une très belle influence. Et la belle influence, je l'ai vécue aussi. D'abord parce que j'ai fait des procès que j'ai gagnés, et ensuite parce que je me suis rendu compte dans les semaines qui ont suivi, à travers des milliers, je vous dis des milliers de mails que j'ai reçus sur mon site, combien les gens avaient été heurtés par ça, scandalisés, même ceux qui ne croyaient pas à l'astrologie, et que nombre de gens à ce moment-là m'ont dit nous ne regardons plus jamais cette émission, etc., etc. Mais tout ça pour dire que bon, alors dans une émission en Allemagne, là j'avais vraiment vivement regretté d'avoir écouté mon éditeur parce que j'avais dit que je voulais pas y aller lorsqu'un de mes livres a été publié en Allemagne il y a des années de ça. Et que je faisais cette émission où j'avais théoriquement c'était une table ronde avec 3 personnes pour et 3 personnes contre l'astrologie, et je me suis retrouvée parce que j'étais à la une de tous les journaux en Allemagne au lendemain de ma première émission de samedi soir en prime time. Il faut voir ça, on n'a jamais eu ça en France, qui s'appelait Astro Show, et il y a eu probablement un phénomène de jalousie, ou j'en sais rien, parce que les 2 autres personnes qui étaient pro-astrologie en théorie, je les ai eus sur le dos aussi, ce qui faisait que j'avais 5 personnes, dont 3 scientifiques, plus les 2 pseudo-astrologues ou astrologues hostiles, qui ont prétendu même qu'on ne pouvait pas faire de prévision en astrologie, ce qui est un contresens total. Eh bien, j'étais face à tout ça, à cette meute, et j'ai vivement regretté d'être allée dans cette émission. Et puis, un autre cas, ça a été un voyage où mon mari m'a dit, écoute, un voyage à Bali, où il avait pris des places, il avait réservé les hôtels et tout. Et je lui dis, au dernier moment, je fais le thème de l'avion, du départ de l'avion. Je dis, ah non, écoute, c'est dangereux, on risque ou une noyade ou un accident d'avion, on risque quelque chose. Et on est parti, on est arrivé à bon port, mon mari a ricané gentiment, il dit tu vois bien, etc. L'ennui c'est que 15 jours après il y avait la pleine lune et qu'on a véritablement failli se noyer, qu'on est venu nous secourir au large de la mer, enfin je veux dire au large du rivage. Heureusement qu'un maître nageur nous avait vus, il y avait des vagues énormes qui sont venus d'un instant à l'autre comme ça. C'était tout à fait incroyable. C'est-à-dire quand on est rentré dans l'eau, la mer était à peu près normale et quelques instants après, elle s'est déchaînée. Et c'était l'effet de la pleine lune probablement, j'en sais rien, et de nos étoiles. Et on est sortis de là en crachant et en pleurant et consolés par la population du coin et par le maître nageur qui nous a dit il faut jamais aller ici, cette plage est très 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 dangereuse, il y a tout le temps des noyés, etc. On a vraiment failli se noyer. Alors vous voyez, ce genre d'expérience vous glace, vous calme quand vous avez envie de contrer les arcanes de l'astrologie. Voilà. Alors justement, l'astrologie, Elisabeth Tessier, comment ça marche? On entend parler de conjoncture, de maison, tout ça, ce sont des termes peut-être un peu rébarbatifs pour certains de nos auditeurs, pour certaines personnes qui ne connaissent pas l'astrologie à fond. Eh bien, je vais essayer d'être bref pour vous expliquer ça parce que c'est abstrait et c'est un peu compliqué, mais voilà, le principe général, c'est d'abord de l'astronomique. Le principe est astronomique, donc tout à fait rationnel et objectif, c'est-à-dire il y a des programmes d'astronomie qui sont d'ailleurs souvent établis par la NASA pour certains, dans les ordinateurs, et bien entendu, heureusement, aujourd'hui, les astrologues ont beaucoup de chance parce que toute la partie calcul, c'est hyper facile, alors qu'il y a 20 ans, qu'est-ce que je dis, il y a 30 ans, mon vieux maître, Henri Gouchon, faisait encore tous ces thèmes à la main. Et encore récemment, des astrologues qui sont des astrologues amateurs, qui n'ont pas d'ordinateur, le font aussi à la main. Ce qui fait perdre beaucoup de temps. Mais bon, et ça c'est la base astronomique. Et on ne va pas entrer là-dedans. Elle est absolument... comment dirais-je, légitime, bien que les astronomes souvent reprochent aux astrologues d'être en retard d'un signe, ce qui est faux. C'est un dialogue de sourds, parce que les astronomes prennent en compte un zodiaque sidéral, et tandis que les astrologues tiennent compte d'un zodiaque tropique, c'est-à-dire qui part des saisons, du premier jour du printemps, parce qu'on considère qu'il faut faire un thème d'après, il faut faire une figure de la configuration, je veux dire il faut rechercher la configuration du moment par rapport à la Terre. Il faut faire donc une image géocentrique et non pas héliocentrique par rapport au ciel, parce que nous sommes sur la Terre.
peu nous importe ce qui se passe sur le soleil. Vous voyez, alors qu'est-ce que c'est qu'un thème astral? C'est tout simplement un instantané, on peut dire un instantané, comme une photo, un instantané du ciel pour un lieu, donc latitude et longitude précis, ce qui est le lieu de naissance, ou bien le lieu, quel que soit le thème qu'on va faire. On peut faire le thème d'un bateau, d'un livre, je ne sais pas, d'un animal. Moi, j'ai fait le thème de mes chiens et chats, etc. Donc, on tient compte de l'instant exact de la naissance ou du début, parce que l'astrologie, c'est la science du temps, et elle a pour base uniquement des coordonnées spatio-temporelles. Voilà, le temps et l'espace. Et c'est pour ça que quand le temps et l'espace sont des éléments faux, tout est faux. C'est pour ça que c'est tellement délicat de faire un thème. Vous voyez, même les extraits de naissance sont souvent faux. Moi, j'ai fait le thème, par exemple, de De Gaulle, et je me suis rendu compte qu'il est sûrement né 3/4 d'heure avant. Pour Mozart, pareil. Pour le train Mozart, j'avais fait le thème de Mozart. J'ai planché là-dessus pendant des jours et des jours par rapport à sa vie. Eh bien, par rapport à la vie de De Gaulle ou la vie de Mozart, il faut qu'ils soient nés tous les deux avec un décalage de 40 minutes, si mes souvenirs sont bons, pour que le thème, comme un puzzle, tombe juste. Parce qu'à ce moment-là, on retrouve tous les éléments de la vie à travers l'examen du thème. C'est ça qui est fascinant. Alors Elisabeth Tessier, nous allons marquer une pause sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. Nous reviendrons dans quelques instants et nous parlerons de lune noire et de nœuds karmiques. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Elisabeth Tessier et nous parlons astrologie. Nous essayons justement d'y voir un peu plus clair. On parle souvent de lune noire et de nœuds karmiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que justement l'astrologie, Elisabeth Tessier, permet de voir, si on y croit, ce qui s'est passé dans des vies antérieures? Eh bien, écoutez, là, il y a des théories là-dessus. Comme elles ne sont pas prouvables, c'est évidemment toujours à prendre avec des pincettes. Ce sont des hypothèses. Je sais que les Américains sont très férus d'astrologie karmique. Moi, je m'y intéresse aussi. Justement, à propos de Mozart, je me suis rendu compte, et c'est par rapport aux nœuds lunaires, effectivement, principalement. Mais bon, il y a des astrologues qui prennent aussi en compte Saturne ou Pluton, mais bon. Mais c'est vrai que les nœuds lunaires, là, je crois vraiment qu'il y a quelque chose. Par exemple, si vous prenez les nœuds lunaires de Mozart, encore une fois, la planète qui est en conjonction avec les nœuds au moment de la naissance, par son symbolisme, va éclairer la vocation du natif dans cette existence. Et cette vocation sera certainement liée aux vies antérieures. Par exemple, chez Mozart, c'est Neptune, et Neptune, c'est l'art et la musique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'espace entre le nœud et cette planète est parlant. C'est-à-dire que dans le cas de Mozart, c'est 5 ans. Et ce n'est pas un hasard si c'est à 5 ans qu'il a commencé à écrire des opéras, qu'il est parti avec son père en Italie. Et dans mon examen, justement, dans le travail que j'avais fait pour ce train Mozart, j'avais parlé de cela. Et Brigitte Massin, qui était la grande spécialiste de Mozart à l'époque, avait écouté, qui était présente, elle m'avait dit que c'était tout à fait fascinant d'entendre une interprétation, parce que j'avais dit que le thème de Mozart montrait en même temps, ces 5 ans montraient comment dirais-je, une frustration, une tristesse, un abandon, et c'était la séparation d'avec sa mère qu'on retrouve dans sa musique mélancolique à bien des égards. Voilà. Voilà. Et quant à Obama, eh bien, c'est Uranus qui est sur l'axe des nœuds, et Uranus, c'est la planète de l'innovation et de la révolution et du changement. Alors comme en plus il est ascendant Verseau, qui est le signe du changement également, eh bien, on peut être sûr qu'il va changer l'état des choses aux États-Unis et dans le monde. Ça, c'est absolument sûr. Il est né pour ça et il en a l'aptitude. Alors aujourd'hui, Elisabeth Tessier, qu'est-ce que vous voyez face à la crise économique, face aux problèmes, aux angoisses des Français et à la présidence française? Qu'est-ce que vous voyez au jour le jour? Au jour le jour, ça c'est une vaste question. On ne sait pas par quoi prendre par quel bout prendre la question.
Je dirais que, bien entendu, heureusement, il y a du bon, de l'optimisme, enfin du positif et du négatif. Bien sûr, cette crise qui a commencé, comme j'avais dit qu'on serait dans une période très difficile, janvier-février. Là où je me suis d'ailleurs un peu plantée, je dois le dire, et je le reconnais parce que j'ai surévalué les choses, j'ai voulu être pour une fois, je n'ai pas voulu jouer à Cassandre, et j'ai dit que dans le livre que j'ai sorti, Votre horoscope 2009, j'ai dit que le chômage pouvait descendre, et là je me suis vraiment plantée, et pourtant il y a en même temps, je signe et persiste, il y a quand même ce Pluton qui est très ambigu dans le thème de la France cette année, mais qui est aussi dans son apport positif, un gage je dirais, de renaissance et de reconstruction. Il y a quelque chose de positif aussi malgré cette épreuve que traverse la France. Parce que il faut dire que les cycles de janvier-février vont se répercuter sur la rentrée, qui sera difficile. Mais non seulement cela, pour rester dans le négatif, la vraie récession, comme je te disais tout à l'heure, va commencer à la mi-novembre, où va se déployer le même cycle que celui de septembre 2001, et qui a accompagné une grosse récession, comme on sait, 2001-2002. Et donc, malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge. Cela dit, cet été, la France va avoir un petit coup un moment de sursaut vital et se répercuter sur 2010. Donc, tout n'est pas négatif là-dedans. Et surtout, quand on considère, et ça c'est la meilleure nouvelle, c'est que la conjonction dans le ciel de Jupiter-Neptune nous promet, ça c'est dans le monde entier, et ça touche la France, une phase de solidarité extraordinaire, une prise de conscience, non seulement par rapport à l'environnement, et ça continue, ça a commencé, mais ça va continuer, on va être de plus en plus conscient de la nécessité de véritablement changer nos habitudes, etc. Et ça, c'est très positif. Bien entendu, ce n'est pas sans perdre des plumes, qui risque aussi d'accompagner avec Jupiter-Neptune. Ça peut aussi être le reflet d'inondation. Neptune reflète l'eau et la pollution. Donc il y aura les deux, si vous voulez. Il y aura les deux symbolismes qui vont certainement se réaliser, à la fois la prise de conscience et les mesures solidaires qui vont vraiment prendre une ampleur nouvelle, mais il y aura en même temps, je pense, un risque moi j'ai écrit inflation, et je signe et persiste là-dedans. On me dit déflation, j'en sais rien, mais moi je crois que Jupiter et Neptune étant des planètes qui sont des planètes de boursouflure, de pléthore, ne peuvent que susciter une inflation, d'après moi. Alors est-ce que c'est que la planche à monnaie va être mise à contribution? Ça, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, c'est une période où en tout cas il y aura un certain optimisme dans l'air, ça c'est sûr. Voilà. Quant à comment il s'appelle, Sarkozy, notre cher Sarkozy, je crois que là il est spécialement irritable. Il est boosté à mort, mais d'ailleurs ça date pas d'hier, ou plutôt oui, depuis début 2009 surtout. Il est dans une phase de déstabilisation et de surestimation de soi, il en fait trop, et ça lui nuit. Ce climat va s'affirmer encore et s'aggraver. Ça va aboutir à des maladresses dans la communication. Et puis Neptune lui brouille la vue quelque part. Il ne se rend pas peut-être suffisamment compte des choses, mais en même temps, il y a un bon aspect sur son milieu du ciel, ce qui fait qu'il relève le défi, et finalement il y a à travers l'aide d'Uranus, il va ces réformes, et ces innovations vont le servir avec un effet positif. C'est comme s'il faisait une espèce de rétablissement, si vous voulez. Voilà, il va pouvoir utiliser le négatif dans un sens constructif. Néanmoins, la rentrée sera dure et pesante pour lui, parce que il va vivre Saturne sur l'ascendant, et ça c'est toujours un moment de prise de conscience difficile. Il commencera, je pense, 2010 sous de meilleurs auspices. Voilà. Alors pour rester sur la ligne éditoriale,
de la radio et de nos auditeurs. On espère qu'il va être un peu plus humain, un peu plus compréhensif et qu'il va un peu se calmer en matière d'immigration, par exemple. Alors Elisabeth Tessier, est-ce que vous pouvez nous parler des Enfants de Gaïa? C'est une association que vous avez mis en place. Oui, elle est dans ses premiers balbutiements, c'est encore un bébé. Ça s'appelle les Enfants de Gaïa. Il y a d'ailleurs un mini-site, un site foi pour l'instant, qui indique un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, en fait, c'est une association bien sûr sans but lucratif qui a pour but d'œuvrer à une régulation des comportements humains, collectifs ou individuels, qui sont préjudiciables à la planète et à ses habitants, et notamment par le biais de publications, de conférences, de recherches, d'événements et médiatisation sur tous les supports en France et à l'étranger. Vous voyez que c'est assez ambitieux. En fait, si vous voulez, moi je suis très sensible au problème de Gaïa depuis des années. J'écris là-dessus depuis des années en parlant des risques qui menacent notre planète et l'humanité. Et d'ailleurs, à ce propos, Gaïa, il faut peut-être expliquer ce que c'est. Vous savez, c'est amusant, je déjeunais l'autre jour avec un ex-ministre socialiste de François Mitterrand qui ignorait le sens de Gaïa. Ça m'a laissé perplexe. Gaïa, qui bien sûr est la déesse de la terre dans la mythologie grecque, et dont parlait déjà Kepler au XVIIe siècle. Déjà Kepler, le grand Kepler, j'ai la chance d'être né le même jour que lui, 6 janvier. Le grand Kepler, celui à qui on doit les lois sur l'astronomie, les fameuses lois, eh bien, il disait que Gaïa souffrait lorsque Gaïa, qui était une entité globale qui s'autorégulait comme un être humain, et qu'elle souffrait lorsque on lui, je sais pas, lorsqu'on la maltraitait. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui, Kepler, n'est-ce pas? Donc, je pense c'est le dernier moment pour faire quelque chose, parce que le problème, si vous voulez, pourquoi j'ai créé l'EG, c'est parce que il y avait 2 choses qui me hantaient depuis l'année dernière surtout. C'est, comment dirais-je, une composante spatio-temporelle, encore une fois. C'est-à-dire pourquoi l'espace, parce que je me suis dit, non, je commence par le temps. Le temps, parce que je me suis dit, on est dans la dernière, vraiment... je trouve pas le mot, je suis trop troublée. Dans la dernière phase, dans la dernière ligne. Voilà, on est vraiment, on est dans la dernière chance, le moment de la dernière chance, parce que en 2011-2012, on va entrer dans une vraie crise de civilisation, surtout en 2012. Mais en fait, je pense pas que ça va vraiment beaucoup remonter d'ici là. Une crise de civilisation qui peut être une très grave crise d'énergie, avec, ça va être Uranus-Pluton, qui sont les 2 planètes de l'énergie. Ça peut être une météorite qui nous tombe sur le coin de la tête, de la figure, mais moi je crois surtout en une très très grave crise d'énergie qui changera complètement notre civilisation. Alors, il faut se préparer à ça. Et le côté... alors, je me suis dit, en tant qu'astrologue, c'est ça qui me motive. Je me dis, il faut vraiment faire quelque chose d'urgence. Et sur le plan de l'espace, je me dis, pourquoi? Parce que sur mon site, en fait, non, je l'ai enlevé du site, ça. Mais j'avais écrit un texte que j'avais projeté de mettre sur le site, mais je pense que c'est un peu c'est trop tôt. J'ai réalisé que toutes les choses qui me choquaient et qui nous choquent tous actuellement, tout ce qui va de travers, et vraiment le monde est sur la tête actuellement, c'est épouvantable. Ce sont en majorité des fléaux qui résultent du fait qu'il n'y a pas de loi et de régulation mondiale. Et je dis, il faut faire quelque chose sur le plan mondial. Il faudrait créer un conseil planétaire des sages. Et c'était ça, au départ, l'idée de l'EG, des enfants de Gaïa. Et ça reste le but ultime. Seulement, c'est terriblement difficile à créer, à monter. Et comme me disait Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'ai rencontrée pour l'EG dernièrement, avant qu'elle ne soit orientée ailleurs, elle m'a dit que c'était le rêve de toute l'humanité, ça. C'était déjà le rêve de la Société des Nations en 1920, d'avoir un gouvernement mondial. Mais je pense qu'on ne va pas y échapper, parce que maintenant, avec Internet, qui nous relie tous, la planète est devenue toute petite.
Il faut qu'il y ait une régulation, non seulement sur le plan, je ne sais pas, je pense au sida, au nucléaire, bien entendu à l'économie, aux finances mondiales. On y est devenu sensible avec tous ces abus qu'il y a partout. Tous ces abus proviennent du fait que la cupidité de l'homme trouve à se nicher dans les failles du système. Donc, et à se nourrir de ça, et à nous ruiner. Donc, il faut faire quelque chose là-dessus. Et le problème, c'est de trouver les sages, parce que qui gardera les gardiens, comme disaient les Romains? Qui gardera les gardiens? Comment les trouver? Par cooptation. Si on prend des gens qui sont si on cherche, si on suscite, on sollicite des personnages. J'ai pensé à plein de personnages, mais les personnages qui sont en activité, ils ont un ego et il y a des antipathies, il y a des recherches de pouvoir, etc. Et c'est très très difficile. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu utopique. Tout le monde autour de moi me dit attention, c'est utopique. Pas tout le monde, non, mais beaucoup de gens. Et essayent de me décourager. Je ne sais pas si j'y arriverai avant de mourir. Ceci dit, si on ne commence pas un jour, on n'y arrivera jamais. Mais c'est exactement ça. Et comme Victor Hugo disait, l'utopie d'aujourd'hui peut devenir la réalité de demain. Et si on ne rêve pas, on ne fait rien. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Et rêver et concrétiser. Alors, je suppose que vous avez de nombreux projets à nous faire partager, Elisabeth Tessier. Je dirais que c'est le temps qui me manque. C'est la denrée la plus rare quand on vieillit, n'est-ce pas? Et malheureusement, les années s'accumulent, même si je me sens l'âme d'une femme de 30 ans, et l'esprit aussi. Mais c'est pour ça que je goûte maintenant au délice d'être grand-mère. Mais j'ai envie de faire des choses. Je suis en train d'écrire un roman. Je m'essaye à cela, mais c'est le temps. Parce que si je veux mener à bien cette histoire de legs, avec éventuellement le Conseil planétaire des sages, qui est un rêve complètement fou, ça prend énormément de temps. Il faut que je trouve des soutiens. Alors je fais un appel à tout le monde. Si les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, qu'ils aillent sur lesenfantsdegaia.org, je l'ai pas dit tout à l'heure. Et puis s'ils veulent me connaître mieux, qu'ils aillent sur mon site tessier.com. Eh bien peut-être qu'avec de l'aide, tout seul on n'arrive à rien de toute façon. J'arriverai peut-être à quelque chose, parce que je crois que nous sommes nés pour partager et pour donner, et on s'enrichit de ce qu'on donne. Alors voilà, j'espère que j'arriverai à mener à bien les deux choses, et le roman, et l'aigle, les enfants de Gaïa, le Conseil planétaire des sages, et encore à faire du yoga, et à lire, et à me promener, et à respirer les fleurs, et écouter de la musique. Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons. Elisabeth Tessier, merci d'avoir participé à cette émission, à la clé du mystère sur Fréquence Évasion, et à une prochaine fois, je l'espère. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'était la clé du mystère en compagnie d'Elisabeth Tessier. Aujourd'hui, nous avons parlé d'astrologie. À très bientôt. Fréquence Évasion.